sommaire de ce journal, la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, a désormais son code de gouvernance, un document de 38 pages dont 5 annexes renfermant 11 principes. Les femmes du patronat ivoirien, en marge de la Journée internationale des droits de la femme, ont initié une journée de réflexion sur des propositions concrètes aux dirigeants. Et puis, dans le domaine de la recherche, le FONSTI, entendez, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, a organisé son 5e petit déjeuner de l'innovation. Thème, la problématique de la qualité de la fève du cacao en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en nous intéressant à la bourse. La BRVM, entendez, Bourse régionale des valeurs mobilières, a désormais son code de gouvernance. Le document a été présenté et lancé officiellement lors d'une cérémonie à Abidjan. 38 pages dont 5 annexes renfermant 11 principes. C'est un code qui veut d'une part hisser le marché boursier régional au standard international et surtout uniformiser la pratique de bonne gouvernance des sociétés cotées. Issa Badini et Lignon Gilbert. Les sociétés cotées à la BRVM ont désormais un tableau de bord uniformisé. Le voici, ce document de 38 pages. À l'intérieur, 11 principes pour ne pas dire articles. La trame, la gouvernance ou du moins la bonne gouvernance. À partir de cette cérémonie de lancement officielle, les sociétés cotées à la Bourse régionale des valeurs immobilières seront soumises à ce code de gouvernance. Un code qui a nécessité 3 ans de travaux, mais qui vaut son pesant d'or selon l'initiateur principal, le directeur général de la BRVM. Ce code reflète l'appropriation par notre écosystème de la réalité incontournable que constitue aujourd'hui la gouvernance, entendue comme une combinaison de dispositions législatives et de mesures non contraignantes destinées à juguler les pratiques à risque dans une optique d'efficacité et de développement durable. Un code de bonne gouvernance rendu possible grâce à un double concours, celui de la SFI, Société financière internationale, et de la CREP-MF, Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Le code de gouvernance des entreprises présenté sous ces 11 principes fondateurs constitue non seulement un outil de renforcement et de contrôle de la gouvernance de nos entreprises, mais aussi un baromètre de la maturité de notre place financière. Le marché boursier peut être un formidable levier de croissance pour les entreprises et l'économie en général, et les standards de gouvernance de qualité sont essentiels. Au cours de la cérémonie, 4 sociétés dénommées les ambassadeurs de la BRVM ont reçu chacune une copie du code, parmi lesquelles la société pétrolière Total, Ecobank ou encore la Sodeci. Créée en 1998, la BRVM est parvenue jusqu'ici à lever sur le marché 14 000 milliards de francs CFA. Puisque nous sommes toujours dans le mois de mars, parlons de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes du patronat ivoirien ne sont pas restées en marge de cette célébration. À travers la 4e édition de la Journée de la femme du patronat, elles ont poussé les réflexions de sorte à produire des propositions concrètes aux dirigeants. Mon désir Nascimento et Doumbia Ayouba. Elles ont répondu présentes, les femmes du patronat ivoirien. Venues des entreprises du secteur privé pour la majorité, elles ont, au travers de la 4e édition de la Journée de la femme du patronat, pris le temps pour réfléchir. L'initiative est à l'actif de la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elle vise à rendre un hommage à la femme travailleuse du secteur privé, notamment du patronat ivoirien, et trouver des moyens pour contribuer à son épanouissement, notamment en milieu professionnel. La session de ce jour vise donc précisément à engager résolument la réflexion sur les moyens ou outils à mobiliser pour mettre fin à ces inégalités au travail.
Il s'agit de réfléchir aux actions de sensibilisation et ou de lobbying à mener au niveau des entreprises et de l'État pour mettre en œuvre les dispositions existantes et améliorer les conditions de travail de la femme. Un panel sur le thème « Égalité pour un avenir durable, santé et bien-être et travail décent » a permis aux femmes du patronat de pousser les réflexions sur leurs conditions de vie et de travail. La Côte d'Ivoire est un beau pays où nous sommes en avance sur le plan réglementaire, sur ces dispositions internationales, sur les internationales de l'OIT, du BIT, sur la disposition légale en interne à travers notre code du travail qui est évolutif et qui prend en compte cette dimension d'amélioration des conditions de travail de manière générale et de manière particulière qui fait un focus sur le travail de la femme, notamment avec la dernière ordonnance qui a été mise en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et les dirigeants au mois de décembre. À l'issue des échanges, plusieurs propositions concrètes ont été faites. Il s'agit entre autres de la préservation et de l'amélioration de la santé à travers la création de centres d'accueil appelés crèches, les mesures à prendre pour remédier à l'impact de l'absence de la mère dans les premières années de vie de l'enfant, le reversement de 10% des bénéfices de vente des pagnes du 8 mars afin d'aider les femmes en situation difficile. Donc la première, c'est d'améliorer, si vous voulez, la période de congé de maternité qui actuellement donne à la femme seulement quelques jours, 45 jours après l'accouchement, 45 jours avant. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a la possibilité de rallonger cela. C'est de pouvoir prendre en compte également les mères adoptives parce que nous ayons accouché un enfant, que nous ayons adopté un enfant, nous sommes mères à part entière. Et il faudrait que ces femmes qui adoptent des enfants aient également la possibilité de pouvoir bénéficier des congés de maternité. Les femmes poursuivront les réflexions afin d'élaborer un livre blanc qui sera transmis au patronat et aux institutions compétentes. Une note sur l'entrepreneuriat à présent dans cette édition. Les lampions se sont éteints le week-end dernier sur la 3e édition des Masterclass Emerging Women Leaders Conference. C'est une trentaine de femmes leaders et entrepreneurs ivoiriennes sélectionnées par le HTS Partners et Global Shoring Programme qui ont eu la chance d'être formées au réseautage et à la gestion des finances. Des acquis qui leur permettront d'être désormais autonome, entreprenante et résiliente. Patrick Oukrou m'a reçu Siri dans un commentaire de Mireille Abalé. Elles étaient nombreuses à répondre à l'invitation de HTS Partners et Global Sharing Programme qui ont initié ce masterclass à travers le programme Emerging Women Leaders Conference. Cette formation a permis à ces jeunes femmes leaders et entrepreneurs de Côte d'Ivoire de bénéficier d'un renforcement des capacités pour devenir des entrepreneurs 2.0. Afoutouré Samb, présidente de HTS Partners, a expliqué que ce programme est un programme de renforcement de capacités des jeunes femmes africaines à travers des conseils sur la finance, le mentorat, le réseautage et la création d'opportunités. De les aider en tant qu'entrepreneurs, soit à travers des financements, mais aussi à travers ce renforcement de capacités-là, afin de créer des entreprises, des PME pérennes qui vont faire la fierté de notre Côte d'Ivoire. Nos attentes sont grandes. Déjà, vous avez vu qu'on a plus de 500 femmes qui sont avec nous aujourd'hui. Elles ont été mobilisées seulement sur les derniers mois et elles sont là présentes. Donc ça montre déjà qu'elles veulent participer à ça. Elles veulent renforcer leurs capacités, elles veulent participer au développement de notre économie. Pour ce programme de renforcement des capacités et de partage d'expériences, HTS Partners et Global Sharing Programme ont misé sur des experts et des leaders dans le domaine des banques et des chefs d'entreprise pour booster les apprenantes venues de tout pays. Moi, personnellement, il y a 3 types de réseaux que je recherche en tant qu'entrepreneur. Il y a le réseau purement professionnel, donc je suis dans des réseaux d'agribusiness et de fintech parce que mes activités sont dans ces cadres-là. Ça me permet d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui rencontrent les mêmes challenges et de se mettre ensemble également pour pouvoir, adresser une problématique qui nous est propre. Invité à cette cérémonie, Félix Anoblé, ministre en charge des PME, a encouragé les femmes ivoiriennes à sortir des stéréotypes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Notons que les 2 précédentes éditions ont favorisé la formation et le coaching de 15 jeunes femmes entrepreneurs ivoiriennes.
La journée sportive initiée par l'association Femmes, Mères, Épouses en abrégé FEM s'est déroulée le week-end dernier au stade de l'université d'Abidjan. Valoriser la femme pour toutes ses actions menées dans la société, tel est l'objectif de cette journée sportive. Amidia Rassouba et Richard Akeke. Le sport est un facteur de rassemblement et de cohésion, raison pour laquelle elles sont sorties nombreuses pour participer à cette journée sportive. S'inscrivant dans la mouvance de la célébration de la journée des droits de la femme, cette journée sportive est une initiative de l'association Femmes, Épouses, Mères, FEM. Elles ont gratifié le public d'un spectacle footballistique à l'issue duquel le trophée Aimé Zébier, parrain de cette édition, a été remporté par le ministère des Sports. Dans ce match, et ballon, la négociation qui va profiter au blanc. C'est terminé. Qualification. Madame Pony Bethlehem, présidente du comité d'organisation, donne l'essence de cette journée qui a réuni toutes les femmes fonctionnaires de la fonction publique. Ces journées sont ainsi dit une tribune dédiée à la célébration du mérite et à la valorisation de la femme fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Au-delà, elle se veut une vitrine de la promotion du leadership et de l'empowerment féminin, la compétence féminine dans toute sa diversité. Ceci dit parce qu'il faudrait un esprit sain dans un corps sain. Nous avons initié cette journée culturelle et sportive, un mini Maracana inter-administration, afin de créer un brassage de ces femmes fonctionnaires. Parce qu'elles sont des fonctionnaires, mères et épouses, mais avant tout, des femmes qui revendiquent leurs droits. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Journée internationale de la femme. Ce n'est pas une fête. Nous avons revendiqué depuis des années et en 1977, ça a été fait. On nous a accordé nos droits. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le bilan de ce qui nous a été donné. Est-ce que ça nous a permis de nous épanouir, de nous émanciper comme il se doit? C'est ce que nous devrons faire ce jour. À l'issue de cette rencontre, la capitaine de l'équipe du ministère des Sports, vainqueur de ce big match, nous livre ses impressions. Bon, nous sommes de la joie, nous sommes heureuses d'avoir apporté cette coupe. Cette coupe qui sera dédiée à notre ministère. Voilà. Il faut rappeler que l'association FEM s'est donnée pour but de célébrer le mérite et le leadership de toutes les femmes fonctionnaires. Il s'est déroulé à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire la deuxième édition du concours Tremplin Startup UEMOA. Objectif, insuffler une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'entreprise. Diane Kablancan et Tima Traoré. C'est à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire que s'est déroulé ce mardi 15 mars 2022 la seconde édition du concours Tremplin Startup UEMOA. Pour sa cérémonie de remise des prix aux différents lauréats. Un concours qui vise à soutenir la promotion de l'entrepreneuriat moderne et innovant, ainsi que l'émergence des champions nationaux et régionaux dans le secteur privé communautaire. Les jeunes entrepreneurs, pour que cela soit à la tête d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires qui a non seulement le savoir-faire, mais aussi leur temps. Vous avez vu que nous avons choisi l'économie numérique au service de l'agro-industrie parce que l'économie numérique est ce secteur qui a beaucoup évolué. À l'époque, c'était les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, ce secteur est devenu un secteur à part entière, un secteur qui contribue à la création de richesses, mais en même temps aussi un secteur qui sert à booster les autres activités. L'économie numérique au service de l'agro-industrie. C'est le thème choisi pour cette seconde édition associée au ministère du Commerce et de l'Industrie. Qu'est-ce que nous faisons pour accompagner l'initiative de l'UEMOA? Je voudrais indiquer que dans son plan national de développement pour la période 2021-2025, le gouvernement envisage de parvenir à la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes industrielles. Cela veut dire que dans les actions de promotion que le gouvernement envisage de mener, il y a au cœur le secteur privé. Pour les lauréats de cette édition,
C'était 5 prix d'excellence de 14 à 10 millions de francs CFA. Pour les 5 meilleures startups, 24 prix d'encouragement de 5 millions chacun, soit 3 prix par État membre. Aussi, 5 primes d'excellence de 2 millions pour chacune des structures d'accompagnement et 24 primes d'encouragement de 1 million chacune pour les structures d'accompagnement. Ces 2 récompenses-là viennent marquer un travail acharné de nos équipes et va nous offrir une visibilité au-delà de nos frontières, une visibilité régionale. Là, grâce à ce prix, nous avons notre savoir-faire qui est reconnu. Nous ne pouvons qu'être fiers de nous pour ce travail acharné et nous espérons pouvoir faire mieux à l'avenir. Pour le tremplin Startup, les résultats attendus sont entre autres le renforcement des capacités des structures de promotion de l'entreprise pour l'accompagnement des startups, le soutien de l'accompagnement des porteurs projets innovants, la stimulation des investissements privés et le développement des chaînes de valeur prioritaires. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé FONSTI, a initié son 5e petit déjeuner de l'innovation. La rencontre portait sur la problématique de la qualité de la fève du cacao ivoirien. Le témoignage de Mireille Abalé et Marie Cicéry. Échanger sur la problématique de la qualité de la fève du cacao ivoirien, tel est l'objectif de ce déjeuner de l'innovation organisé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI. L'activité portait sur l'approche biotechnologique pour l'amélioration des fèves, ainsi que l'impact de la mauvaise qualité des fèves sur l'économie. Selon Co-Ambroise, planteur, la bonne fermentation du cacao est la clé pour faire évoluer le classement de la Côte d'Ivoire. Notons que le pays est classé 17e au rang mondial. Quand vous faites une récolte, vous devez aller à la fermentation, vous devez obtenir une qualité équivalente qui répond au cahier de charges du chocolatier. Et si les résultats ne sont pas toujours les mêmes, il va sans dire que vous ne pouvez pas aller sur un marché niche, un marché où vous gagnerez beaucoup d'argent. Pour le docteur Sangaré, il s'agit d'améliorer la technique de fermentation qui existe déjà et aussi de transporter les fèves pour éviter les pertes. Et chaque année, la Côte d'Ivoire perd des dizaines de milliards de francs CFA à cause de la mauvaise qualité de la fermentation du cacao récolté dans notre pays. Donc, nous avons dit que la science a des solutions pour non seulement améliorer la qualité de la fermentation, mais également améliorer les questions de stockage, de transport du cacao dans notre pays. À ce propos, le professeur Niamke Sébastien a présenté son invention comme une solution innovante pour améliorer les solutions déjà existantes de fermentation et de séchage. Une fois que la technologie est mise au point, il y a maintenant ce qu'on appelle le transfert de compétences. Et ce transfert de compétences est relayé par les agents de la NADER, par exemple, qui sont en contact avec nos parents paysans. Et c'est ceux-là qui expliquent le processus. Mais nous allons dans un sens où nous voulons vraiment simplifier les choses, de telle sorte que les parents paysans puissent utiliser les starters dans un conditionnement adéquat et simple. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial avec 1,7 million de tonnes de fèves, en broie seulement 15 000 tonnes par an. Cependant, le pays est le premier broyeur mondial à hauteur de 20%. Le FONSTI entend donc aider les entrepreneurs à broyer 100% de la production. Abordons à présent le domaine de la santé. Une rencontre dédiée aux acteurs de l'entretien du textile se tiendra les 24 et 25 mai prochains à Abidjan, dénommée FAPET, Forum africain des professionnels de l'entretien du textile. Il vise à contribuer au développement des buanderies et du circuit du linge médical dans les établissements de santé. L'information a été donnée ce mercredi 16 mars au cours d'une conférence de presse en présence de nos reporters Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Le risque d'infection lié à la gestion du linge en milieu hospitalier existe. Il a même un nom, une infection nosocomiale
Le mal n'est qu'une raison parmi tant d'autres qui a poussé les acteurs du secteur de la blanchisserie industrielle à lancer le FAPET, entendez Forum africain des professionnels de l'entretien textile, prévu à Abidjan les 24 et 25 mai prochains. Il s'agira de créer un cadre d'analyse et de réflexion sur la problématique du circuit du linge dans les hôpitaux des pays africains. Le forum sera meublé de conférences et ateliers de formation dont le tout devrait aboutir à la présentation d'un plan de restructuration de la fonction linge dans les établissements de santé. Un linge est vecteur de contamination. Vous pouvez aller à l'hôpital avec un palu et puis retourner à la maison avec une fièvre typhoïde. Et ça existe aujourd'hui. Voilà, ça existe partout. Donc pourquoi laisser des milliers de personnes mourir en silence aujourd'hui? Pour moi, il y a une très forte négligence au niveau de nos gouvernants que nous voulons éveiller un peu la conscience et demander aussi à tous nos partenaires internationaux de nous accompagner, d'accompagner le secteur de l'entretien textile pour permettre à tous les gouvernants de décider. Aujourd'hui, la rénovation des buanderies, va permettre une certaine croissance économique parce que nous, entreprises qui intervenons, nous aurons des marchés, c'est clair. Voilà, des jeunes qui vont travailler auront de l'emploi. Et puis, les populations qui bénéficient seront en bonne santé. Le FAPET est mis en œuvre par la structure Horizon Équipement qui se voit accompagnée dans ce projet par des partenaires techniques, fabricants d'équipements de blanchisserie industrielle qui entendent apporter beaucoup d'innovations par la présentation de machines de pointe. Alors, dans ce consortium, nous, on va rapporter l'expertise technique, on va faire tous les plans de développement pour les machines et nous allons assurer aussi le fournissement des machines de pointe. Effectivement, nous avons beaucoup de difficultés au niveau de notre buanderie. D'abord, le bâtiment qui ne respecte pas les normes. Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas faire la distinction entre les zones sales, propres. Il y a le fait qu'il n'y a pas assez de machines. Notons que la structure Horizon Équipement, à l'initiative de la FAPET, a été la cheville ouvrière du projet de rénovation de la buanderie du CHU de Cocody, dotant l'établissement de santé d'une buanderie moderne respectant les normes internationales. À Diokwe, le week-end dernier, le médiateur délégué du Guémon a fait enterrer la hache de guerre entre le syndicat des transporteurs et les populations de Doumbia-Dougou. En 15 années, 8 femmes et 6 enfants sont morts faute de véhicules de transport permanents et de centres de santé dans ce village de plus de 3000 âmes. La dernière victime a suscité la colère des populations, notamment des femmes. Théodore Kanga. Doumbia-Dougou est un gros village situé à 7 km de Péon, dernier village de la commune sur l'as Douokwe-Diglo. Les habitants de ce village, de plus de 3000 âmes, ont souhaité depuis des décennies que les taxis communaux accèdent au village afin de faciliter le transport des femmes en travail vers un centre de santé, chose que le syndicat des transporteurs de Minika appelé communément Massa a refusé catégoriquement. Ce refus n'est pas sans conséquence. En 15 années déjà, 8 femmes en travail ont perdu la vie. 6 bébés morts-nés ont été également enregistrés. Selon les habitants du village, ces femmes en travail meurent soit au cours du transport vers un centre de santé à moto ou en tricycle. N'en supportant plus cette triste réalité, les femmes ont érigé des barrages pour exprimer leur mécontentement et se faire entendre. Il faut que Doumbia sorte de ça. Là, encore plus grave, le cas de Doumbia. Doumbia encore isolé ici. À partir de 19h, on a peur de prendre la route. Il n'y a pas de maternité. Il n'y a pas encore d'hôpital. Donc, je suis confiant. Les problèmes de taxi qui nous fatiguent ici. Notre village est grand, mais on n'a pas de taxi. Do Blanchard, le médiateur délégué de la région du Guémon, s'est saisi de cette affaire. Après plusieurs rencontres avec les deux parties, un consensus a été trouvé. Et donc le taxi compteur, il est périssable. Mais un centre de santé, c'est le suivi de la population à elle de voir. Sur ce point, les femmes se sont retirées avec tous les responsables et se sont retirées en concertation. Elles sont revenues de là-bas
maintenant avec cette nouvelle posture qui consiste à accepter et appliquer effectivement les résolutions qui découlent de cette rencontre. Rappelons que Doumbia-Dougou est un gros village excentré, situé sur l'axe Djokwe-Bapleu. Pour y accéder, il faut emprunter une voie non bitumée. Comment résoudre définitivement la question de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs dans le Nord? Pour répondre à cette problématique, le président de l'ONG Action pour la défense des droits des éleveurs et cultivateurs a animé un point de presse. Au cours de ce point de presse, Néou Lassina a proposé plusieurs solutions, notamment l'implication des autorités et l'aménagement d'aires de pâturage pour les bétails. Sur la période 2016-2017, environ 800 conflits éleveurs-agriculteurs ont été recensés en Côte d'Ivoire. La région du Poro, à l'instar des autres régions du pays, n'échappe pas à ces conflits récurrents éleveurs-paysans. Des conflits qui fragilisent la cohésion sociale et favorisent une atmosphère de méfiance. Il faut donc arrêter l'hémorragie en proposant des solutions. C'est tout le sens de ce point de presse organisé par le président de l'ONG Action pour la défense des droits des éleveurs et cultivateurs. Les solutions, tellement on en a beaucoup fait, ça fait qu'il y a un élevage modèle qui se présente actuellement. Élevage modèle, c'est-à-dire qu'il y en a qui achètent les terrains et puis ils font de culture et ils font manger les animaux dedans. Quand c'est beaucoup, ils diminuent. Comme solution, Néou Lassina appelle à l'implication des autorités et l'aménagement des aires de pâturage. Dans les prochains jours, le président de l'ONG sera sur le terrain pour sensibiliser les populations. Créée en 2013, l'ONG ADEC s'est engagée aux côtés de l'État ivoirien pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits récurrents éleveurs-agriculteurs. C'était un reportage de Daouda Ouattara commenté par Konena Nourgo. Les conducteurs de gros camions bloqués à la frontière Côte d'Ivoire-Mali, plus précisément dans le département de Tingrela, viennent de bénéficier de vivres et de non-vivres de la part du président du conseil régional de la Bagoué, par ailleurs président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. Le coût global s'élève à 1 600 000 francs CFA. Daouda Ouattara dans un commentaire de Amidi Rassouba. Depuis le 9 janvier à Accra au Ghana, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de contraindre la junte malienne à redonner le pouvoir aux civils, en sanctionnant économiquement le pays. Depuis lors, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali est officiellement fermée. Nous sommes à Ningouni, localité située au nord de la Côte d'Ivoire, région de la Bagoué précisément dans le département de Tingrela, à la frontière Côte d'Ivoire-Mali. Ces gros camions sont bloqués ici depuis l'annonce de la décision de la CEDEAO de la fermeture des frontières. Il y a bientôt 2 mois et demi, ces conducteurs de gros camions issus des pays comme le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina Faso sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment la morsure des serpents. Le manque de nourriture. Certains chauffeurs sont rentrés en laissant derrière eux leur apprentissant le moindre sou. C'est le désespoir. Cette situation vient de prendre fin grâce à la mobilisation de certains élus locaux, au nombre desquels le président du conseil régional de la Bagoué, par ailleurs président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace SKBO. Illico presto, il a répondu promptement faisant parler son cœur. Il vient de leur offrir plusieurs tonnes de riz parfumé, de cartons d'huile, de savon, des pâtes alimentaires et bien d'autres. Une action qui a été saluée à sa juste valeur par le préfet du département de Tingrela. Je suis venu donc pour accompagner les donateurs, les envoyés du président, et les féliciter, leur demander de dire merci au président. Je voudrais aussi remercier tous les facilitateurs, voilà, que ce soit les transporteurs ici, que ce soit toutes ces personnes de Tingrela qui ont porté l'information au président pour lui dire la précarité dans laquelle se trouvent ces chauffeurs. Visiblement heureux de ce geste, les récipiendaires ne trouveront pas de mots pour exprimer leur joie.
Mais quand même, ils ont tenu à remercier le bienfaiteur pour cet élan de solidarité à leur endroit. Au nom du président du conseil régional de la Bagoué, en mission hors du pays, Siama Bomba, son directeur de cabinet a précisé l'objectif de ce don. Le minimum vital vraiment manquait ici. On a constaté qu'ils ont été confrontés à des problèmes de morsures de serpents. Vraiment, il y a des cas de maladies, un peu tout ça. Et donc, quand nous avons remonté toutes ces informations au président du conseil régional de la Bagoué, M. Siama Bamba, il a donc bien voulu, dans l'urgence, vraiment très rapidement, trouver des vivres et des non-vivres vraiment nécessaires pour permettre véritablement de soulager un peu les difficultés que vivent nos frères maliens. C'est à travers les cris de joie et d'applaudissements nourris que les récipiendaires, chauffeurs et apprentis de gros camions ont souhaité la réouverture des frontières. Il est bon de noter que ce don s'inscrit dans les actions sociales du conseil régional de la Bagoué dirigé par Siama Bomba. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa, la télé utile.